Alors, entamons une vidéo sur la question de la recevabilité de la preuve. Donc, imaginez qu'il faille une preuve libre. Alors, si vous aboutissez à article 1359, au-delà de 1500 €, il faut prouver par un écrit parfait, et que dans cette affaire, il faut un écrit parfait, généralement, vous n'avez pas tellement à vous intéresser à la recevabilité de la preuve, sauf si vous avez dit il y a un commencement de preuve par écrit et il peut prouver librement. Bon. Donc, en fait, pour qu'on s'intéresse à la recevabilité de la preuve, faut qu'on en ait déduit que la preuve était libre. Ok ? Parce que vous pouvez pas, s'il vous faut une preuve écrite parfaite, vous n'allez pas pouvoir emmener un enregistrement effectué à l'insu de la personne, ou vous n'allez pas pouvoir emmener une vidéo. Donc, recevabilité de la preuve, ces questions-là ne se posent que si vous en avez déduit que la preuve était libre. Soit parce que il faut prouver un fait juridique, soit parce que il faut prouver un acte juridique inférieur à 1500 €, soit parce que c'est un acte juridique supérieur à 1500 €, mais qu'il y avait un commencement de preuve par écrit, ou qu'il y avait une impossibilité morale. Donc, vous venez de dire la preuve est libre. Mais j'ai le droit de ramener une preuve illégale quand même. Mais j'ai le droit de ramener une preuve déloyale. Voilà, c'est seulement si vous en avez dit la preuve est libre. Question suivante, peut-on ramener une preuve déloyale? Peut-on fournir une preuve illégale? Ok, donc très important, on ne se pose ces questions que si on a d'abord dit que la preuve était libre. Parce que s'il faut prouver par un écrit, cet écrit il peut pas être déloyal, il peut pas être illégal. Ok? Bon. Premier point très important. Alors, on va s'intéresser aux différentes questions de recevabilité de la preuve. La première question, c'est d'abord l'irrecevabilité du titre à soi-même. La question de l'irrecevabilité du titre à soi-même. Article 1363, nul ne peut se constituer un titre à soi-même. On ne peut pas se fabriquer son propre écrit. Et c'est là que vous comprenez bien que ça ne peut être que quand on a une liberté de la preuve, parce que dans l'hypothèse où il faudrait une preuve écrite parfaite, jamais une preuve écrite parfaite, on ne peut se la fabriquer soi-même. Puisque si c'est un acte synallagmatique, il faut 2 signatures, donc forcément on ne se l'est pas fabriqué tout seul. Et si c'est un acte unilatéral, celui qui s'engage a signé. Donc, on ne peut pas se fabriquer un écrit soi-même quand il faut une preuve parfaite. La preuve parfaite n'est jamais une preuve qu'on sait constituer soi-même, puisque celui qui s'engage a forcément signé. Bon, mais quand la preuve est libre, là, il n'y a pas de formalité particulière, donc on pourrait très bien se fabriquer sa propre facture. D'accord ? Je prétends que Sophie me doit 1000 €. C'est là que j'ai pas besoin d'une preuve parfaite et que je pourrais me fabriquer ma propre preuve. Évidemment, c'est impossible. Une preuve que l'on sait soi-même fabriquer est irrecevable. C'est ce que dit l'article 1363. Donc, si par exemple, je dis, Sophie me doit 1000 € et que je le présente devant le juge, je dis, vous vous êtes fabriqué votre propre preuve, ça ne vaut pas. Oui, mais j'ai écrit ça dans mon agenda le jour où je lui ai prêté 1000 €. Mais ça ne vaut pas. On ne peut pas se fabriquer sa preuve à soi-même. Ah, d'accord. Ou le garagiste qui rédige lui-même sa propre facture en disant « vous me devez 1200 €. Non, il sait fabriquer sa propre à soi-même, sa propre preuve. Si vous n'avez pas signé rien, il sait fabriquer sa propre preuve, elle ne vaut rien. Alors, attention toutefois. Ce principe ne vaut que quand on doit prouver un contrat, que quand on doit prouver un acte juridique. Si on doit prouver un fait juridique, on peut se constituer sa preuve à soi-même. Par exemple, je veux prouver un accident, je peux prendre des photos. Je peux prendre une vidéo. Donc, quand on veut prouver un acte juridique, on ne peut pas se constituer sa preuve à soi-même. La preuve est irrecevable, elle sera écartée des débats. En revanche, si on doit prouver un fait juridique, comme une livraison par exemple, on peut le prouver par sa propre preuve. Vous vous souvenez de l'arrêt Chambre commerciale 26 juin 2024 ? C'était une société qui cherchait à prouver une livraison. Et elle avait des bons de livraison qui n'étaient pas signés par le client. Donc, effectivement, c'est son propre bon de livraison, elle se l'est fabriquée à soi-même. Et la Cour de cassation dit, oui, mais il faut prouver une livraison, donc un fait juridique. Donc elle peut le prouver par une preuve qu'elle s'est constituée à soi-même. Ensuite, le juge évaluera la fiabilité de cette preuve. Et vous vous souvenez qu'elle était jugée fiable parce que, par le passé, il y avait déjà eu des livraisons qui avaient toujours été payées. Parfois, le bon de livraison était signé, parfois, le bon de livraison n'était pas signé. Mais ici, elle pouvait se fabriquer sa propre preuve parce qu'il s'agissait de prouver une livraison, pas la vente, la livraison. Et ça, c'est un fait juridique. Voyons maintenant la preuve illicite ou la preuve illégale, l'irrecevabilité de principe de la preuve illicite. L'article 9 du Code de procédure civile précise que les parties doivent apporter les preuves légalement admissibles. C'est évident.
Enfin, je veux dire, on ne va pas présenter devant le juge des preuves obtenues de manière contraire à la loi. On ne va pas présenter devant le juge une preuve qui viole une loi. Je ne vais pas arriver devant le juge avec une preuve qui viole la vie privée de quelqu'un, sachant que je n'ai pas le droit de porter atteinte à la vie privée d'autrui. Je ne vais pas porter devant le juge une preuve qui porte atteinte au secret des correspondances, parce que j'ai chouré la lettre de quelqu'un et je la présente devant le juge. J'ai pas le droit de violer le secret des correspondances. Je vais pas apporter devant le juge quand même une preuve qui viole le secret médical. Enfin bref, s'il y a une personne devant laquelle je ne vais pas faire quelque chose d'illégal, c'est devant le juge, donc je vais pas lui amener sur son bureau, dans son dossier, quelque chose que j'ai obtenu illégalement. Ça paraît être du bon sens, c'est l'article 9 du Code de procédure civile. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, la Cour de cassation considérait qu'une preuve obtenue de manière illégale, illicite, était irrecevable, point. Le juge devait faire comme si elle n'existait pas, il devait l'écarter des débats. Même si c'est contraire à l'objectif de vérité, c'est tout simplement respecter la loi. Tant pis si on ne connaît pas la vérité, ce qu'il faut, c'est respecter la loi. Et je vous donne un exemple, par exemple, d'un arrêt, chambre sociale, 26 octobre 2002, c'est juste pour que vous ayez un exemple, d'un employeur qui voulait prouver que son salarié commettait des fautes, et donc il a eu recours à un détective privé. Sur le fondement du rapport du détective privé, il est démontré que le salarié commet des fautes. Grave. Je crois qu'il travaillait à la concurrence, etc. Donc l'employeur le licencie. L'employeur prouve les fautes du salarié. Sauf que la Cour de cassation a dit « Attendez, vous avez enquêté, vous l'avez suivi. C'est une atteinte à sa vie privée. Cette preuve est illicite, je ne la regarde pas, je la sors du dossier, vous n'avez rien d'autre, vous perdez. » Donc la sanction, c'était l'irrecevabilité de la preuve, au nom de la vérité, au nom de la loi. Tant pis pour la vérité, supériorité à la loi sur la vérité. Le problème, c'est que c'est quand même très difficile de légitimer dans ces cas-là la décision du juge. On sait que le juge fait gagner celui qui ment. C'est quand même très dur à admettre. Et du coup, sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation s'est lancée dans un contrôle de proportionnalité. La Cour européenne des droits de l'homme a découvert un nouveau droit subjectif, le droit à la preuve. Sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Article 6, droit au procès équitable. Et l'idée, c'est que le droit à la preuve, c'est le droit de pouvoir prouver. Chacun a le droit de pouvoir se défendre en prouvant ce qu'il avance. Et il ne faut donc pas systématiquement rejeter toute preuve quand il n'y en a pas d'autre. Sinon, une personne ne peut pas se défendre. Et donc, elle n'a pas de procès équitable. Enfin, un procès où on ne peut pas se défendre, ce n'est pas tout à fait un procès équitable. Donc, la jurisprudence européenne a découvert le droit à la preuve. Et sur le fondement du droit à la preuve, désormais, toute preuve illicite, toute preuve illégale n'est pas forcément écartée des débats. Il peut arriver que parfois, le juge garde une preuve illicite. Il doit faire dans ces cas-là un contrôle de proportionnalité. Entre, par exemple, la vie privée et le droit à la preuve. La vie privée du défendeur, la vie privée du salarié et le droit à la preuve de l'employeur. Et en fait, le juge doit se demander, est-ce que cette preuve illicite est indispensable ? En gros, s'il n'y a aucune autre preuve, d'accord. Mais s'il y avait un autre moyen, pas illégal, il fallait opter pour cet autre moyen, pas illégal. Donc, est-ce que cette preuve illicite est vraiment indispensable à la preuve? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen? S'il y a un autre moyen, la preuve illicite est irrecevable. Maintenant, s'il n'y a pas d'autre moyen, deuxième question, est-ce que l'atteinte n'est pas disproportionnée? Est-ce qu'on n'a pas trop porté atteinte à la vie privée, trop porté atteinte au secret des correspondances, trop porté atteinte au secret médical? Une petite atteinte, ça passe, ça peut justifier. Une grosse atteinte, ça ne passera pas. Donc on va regarder combien de temps tu as enquêté, est-ce que tu as posé des questions à la famille, aux amis, à la maîtresse, etc. Ou est-ce que juste tu as pris quelques photos sur le bord de la route et ça a duré une demi-heure. Donc désormais, toute preuve attentatoire à la vie privée, toute preuve illicite en général n'est pas forcément écartée des débats. Le juge doit faire un contrôle de proportionnalité au regard du droit à la preuve, en se demandant si cette preuve illicite est indispensable et proportionnée.
Voyons maintenant l'irrecevabilité de la preuve déloyale. L'irrecevabilité de la preuve déloyale. Alors la preuve déloyale n'est écrite nulle part dans le code. Autant la preuve légale, c'est dans l'article 9 du Code de procédure civile, il faut prouver conformément à la loi. Autant nulle part, ni dans le Code civil, ni dans le Code de procédure civile, ni dans la Convention européenne des droits de l'homme, nulle part il y a le mot loyauté de la preuve. C'est une invention de la Cour de cassation. D'accord ? C'est une invention. Et notamment dans l'arrêt que vous aviez dans votre fiche, Assemblée plénière, 7 janvier 2011. Alors il y avait des arrêts avant bien sûr, c'est pas le premier, mais c'est vrai que c'est un arrêt d'Assemblée plénière qui lui donne une force. Assemblée plénière, 7 janvier 2011, il faut que vous le connaissiez. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation considère qu'en fait est déloyale une preuve obtenue à l'insu de son adversaire. Est déloyale une preuve obtenue à l'insu de son adversaire. Une preuve obtenue par ruse. Une preuve obtenue par stratagème. Une preuve obtenue par mensonge. Une preuve obtenue en piégeant son adversaire. Par exemple, je vous appelle, je vous enregistre à votre insu, c'est une preuve obtenue de manière déloyale. La sanction était très sévère puisque c'était l'irrecevabilité de la preuve. Peu importe que ce soit la seule preuve. Souvenez-vous, dans l'arrêt d'Assemblée plénière du 7 janvier 2011, il s'agissait de prouver une entente illicite. La victime avait enregistré une conversation. Elle avait prouvé l'entente illicite. Elle avait prouvé que la loi était violée. Mais on lui avait dit « tu es déloyal. Ta preuve, on ne va pas la garder. Tu ne prouves pas l'entente illicite autrement que par cette preuve déloyale. Tu perds. » Donc la sanction était très sévère. Et pendant très longtemps, la Cour de cassation, elle a dit bah, « tant pis, le principe de loyauté n'est pas négociable. Le principe de loyauté ne peut pas faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité. Si la preuve est déloyale, elle est toujours irrecevable. Pas de contrôle de proportionnalité qui tienne. » Et puis finalement, elle a opéré un revirement de jurisprudence. Dans un arrêt d'Assemblée plénière du 22 décembre 2023 que vous aviez dans votre fiche et qu'il vous faut connaître. Dans cet arrêt, souvenez-vous, c'est un employeur qui enregistre à son insu un salarié, qui le licencie. Et la Cour d'appel applique la jurisprudence classique en disant « preuve obtenue à l'insu du défendeur, preuve irrecevable ». Ok. Et la Cour de cassation opère un revirement. Elle explique pourquoi. Elle dit que la Cour européenne des droits de l'homme a découvert le droit à la preuve. Et que sur le fondement du droit à la preuve, toutes les preuves illicites ne sont pas toujours écartées des débats. Il faut faire un contrôle de proportionnalité. Ensuite, elle dit, donc nous on fait ce contrôle de proportionnalité aussi, en revanche, jusqu'à présent, je ne faisais pas ce contrôle de proportionnalité pour les preuves déloyales. Je le faisais pour les preuves illicites, mais pas déloyales. Mais la Cour européenne des droits de l'homme ne fait pas la différence. Que la preuve soit déloyale ou que la preuve soit illicite, la Cour européenne des droits de l'homme fait ce contrôle de proportionnalité. Ensuite, elle dit c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de distinguer une preuve déloyale et une preuve illégale. Parfois, elles sont à la fois déloyales et illégales. Quand on enregistre une conversation à l'insu de quelqu'un, c'est déloyal. Mais si dans la conversation, en plus, il y a des propos privés, c'est en même temps une preuve illégale. Quand on filme quelqu'un à son insu, c'est une atteinte à sa vie privée, on n'a pas le droit de le filmer à son insu. Mais en plus, c'est déloyal parce qu'on l'a fait à son insu. Donc, c'est pas toujours facile de faire la distinction entre preuve déloyale, preuve illégale. Donc, c'est vrai qu'il faut les traiter de la même manière. Et enfin, la Cour de cassation rappelle que en matière pénale, on n'applique pas ce principe de loyauté. On l'applique en civil, mais pas en matière pénale. Conséquence, les parties parfois enregistraient quelqu'un à leur insu et agissaient au pénal parce qu'ils pouvaient le faire, la preuve était recevable, et ensuite ils se servaient du jugement pénal pour aller au civil, pour licencier ou pour réclamer le paiement du prêt. Donc en fait, on pouvait contourner cette exigence de loyauté imposée au civil en passant par le pénal, ce qui rendait un peu inutile le principe de loyauté. Conséquence, la Cour de cassation, dans cet arrêt d'Assemblée plénière du 22 décembre 2023, opère un revirement et dit « Ok, désormais, la preuve déloyale comme la preuve illicite
n'est pas systématiquement écartée des débats. La preuve déloyale, comme la preuve illicite, ne doit pas systématiquement être écartée des débats. Le juge doit faire une balance des intérêts, un contrôle de proportionnalité, en tenant compte du droit à la preuve de celui qui produit cette preuve déloyale. Il faut lui permettre de prouver. Et donc, pareil que pour la preuve illicite, il faut se demander, est-ce que cette preuve déloyale est indispensable? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen loyal de prouver? Si oui, la preuve déloyale est irrecevable. Si vous aviez un autre moyen, pas déloyal, il fallait l'utiliser. Maintenant, si cette preuve déloyale est indispensable, il n'y avait pas d'autre moyen, on va se demander si cette déloyauté n'est pas disproportionnée. Une petite déloyauté ponctuelle peut être admise. Un énorme stratagème, une énorme ruse, too much. La preuve sera irrecevable. Donc on va apprécier le degré de déloyauté. Est-ce que c'est juste je t'ai un peu enregistré à ton insu, ça passe? Ou est-ce que j'ai mis en place vraiment tout un stratagème sur plusieurs semaines pour te piéger? Là c'est too much, juste pour la preuve. D'accord? Alors faites attention sur la preuve déloyale. Si par exemple je vous envoie un SMS, c'est pas une preuve déloyale, hein, parce que vous savez que vous pouvez être enregistré. Si je vous dépose un message téléphonique sur votre téléphone, et que vous l'utilisez ensuite, c'est pas déloyal, hein, parce que je sais que je peux être enregistré. La question c'est, je n'ai aucun moyen de savoir que je suis filmé, je n'ai aucun moyen de savoir que je suis enregistré, on ne me l'a pas dit, d'accord? Mais faites attention, si j'envoie un mail, je sais que le mail peut être conservé, si j'envoie un SMS, je sais que le SMS peut être conservé, si j'envoie une lettre, je sais qu'elle peut être conservée, si si je laisse un message sur vocal, je sais qu'il peut être conservé, donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème de loyauté. Bon, donc sur les questions de loyauté, sur les questions de licéité, il faut toujours penser que c'est uniquement dans l'hypothèse où vous avez dit comment prouver et que vous arrivez à la preuve peut être légale. On peut prouver par tout moyen. Ouais, d'accord. Mais est-ce qu'on peut prouver par une preuve illicite? Est-ce qu'on peut prouver par une preuve déloyale? Ça ne vient jamais, on ne commence pas. C'est-à-dire que si vous avez un cas pratique et que vous sentez qu'une personne a enregistré à son insu, ne partez pas tout de suite sur la déloyauté. Commencez par dire « Que faut-il prouver dans le juge ?» Qui doit le prouver? Comment prouver? Il s'agit de prouver un contrat de prêt d'un montant de 1 000 €, donc la preuve est libre. Alors, peut-on prouver par un enregistrement effectué à l'insu? D'accord? Il faut pas vous dire « Ah, c'est bon, c'est la loyauté, j'ai compris ce que c'est, et je fonce directement dessus. » Non, on fait toutes les étapes préalables, d'accord? Parce que chaque année, il y a des drames. L'étudiant qui dit « Mais j'ai bien parlé de la loyauté. » Bah oui, mais il fallait parler de que faut-il prouver, qui doit le prouver, comment le prouver. Et c'est seulement à la fin que tu parles de la loyauté. Ne vous précipitez pas sur la loyauté de la preuve ou la légalité de la preuve en vous disant « C'est bon, je sais, il faut que je parle du contrôle de proportionnalité. » Il y a toutes les étapes à respecter avant. Ok? On va s'entraîner de toute façon en faisant des cas pratiques, ne vous inquiétez pas, mais je préfère le dire maintenant. Bon courage!